IDFM en Dionguin, 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Émission Dames de Cœur. Nous sommes deux dames de cœur aujourd'hui dans les studios. Et un homme de cœur sûrement. L'homme, c'est Jean-Marie Ginkera. Il est homme de terrain, homme de conviction, mais aussi de dialogue, conférencier. Il consacre sa vie depuis bientôt 30 ans à l'avènement d'une autre façon d'être au monde, d'une écologie centrée sur l'individu. Le thème de la soirée, les Esséniens, d'hier à aujourd'hui. L'histoire revisitée, un voyage dans le temps hors du commun, un regard étonnant sur notre époque. Il est accompagné de Marie-Hélène Besson, qui est artiste peintre. Marie-Hélène Besson, honneur aux femmes. Bonsoir. Alors, le micro, allez-y pour voir. Bonsoir. Alors, j'ai encore un problème de micro. Allez-y. Bonsoir. Ah, ça c'est bon, ça marche. Alors, il marche, mais il fait un bruit que j'aime pas trop. Faudrait le bouger un peu. On n'a pas eu trop le temps. Comme ça ? Voilà, ça doit être bon. Jean-Marie Ginkera, faut remonter votre micro que vous avez mis en bas et après, il faudra plus y toucher. Allez parler pour voir. Oui, bonsoir. C'est bon, ça marche. Alors, ça marche. Je suis juste en train de redescendre ça. Parce que ça fait trop de bruit. Voilà, alors on va déjà demander à Jean-Marie Ginkera. C'est Ginkera qu'on dit ou Ginkera ? Jean. G-U-N. Ginkera. Qui vous êtes ? C'est la grande question, hein ? C'est la bonne question. Je pense pouvoir dire que je suis un homme ordinaire qui a une vie ordinaire, qui a connu certainement les difficultés des uns et des autres, qui est effectivement allé sur le terrain, qui s'est confronté donc aux problèmes de la vie de tous les jours, qu'ils soient personnels, professionnels, qu'ils soient particuliers, et qui, à un certain moment de sa vie, a commencé à regarder, si vous voulez, la vie telle qu'elle se déroulait, et a commencé à se poser des questions sur la raison d'être de tout cela, sur le sens même de la vie. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'en suis venu à me rapprocher des véritables questions, à me rapprocher d'une conception, d'une autre façon peut-être d'être au monde, d'une autre façon de vivre, d'une autre façon de concevoir la vie, d'une autre façon... T'as déjà un problème, Jean-Marie ? Oui, je vous en prie. Marie-Hélène n'apparaît pas sur la webcam. Je suis transparente. Complètement. Mais c'est qui cette femme ? C'est une femme très spéciale. Se déplacer. Non, mais elle n'apparaît pas. C'est-à-dire que... Ah, carrément. C'est quoi cette histoire ? Je suis pas étonnée. Bon, non, mais c'est pas possible. Il y a vraiment même pas la chaise qui apparaît. Donc je veux bien que vous soyez transparente, mais la chaise a bougé, on devrait la voir. Sur le sens. Mais je rigole pas, on vous voit pas. Avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour, un Essénien travaille par essence à devenir transparent. Bon, et voilà. Elle est apparemment beaucoup plus avancée que nous ne le pensons. Jamais vu ça. Est-ce que vous voyez ma main là ? Je sais pas. Si je vous vois, mais je vous vois à l'envers, ça y est, je comprends. Yeah. Ah, c'est les dames de cœur, il y a le haut, le bas. C'est-à-dire que l'image est inversée quand vous avez mis votre main droite. Ouais. Voilà, donc j'ai tout à fait compris. L'image est inversée, donc je vais refaire le réglage. Ça me rassure. Je vous ai coupé dans votre élan.
Vas-y, tu continues. Vous saviez plus où vous en êtes. Si, c'est... Non, mais c'était trop fort, là, quand même, cette histoire. Allez-y, parce qu'on est à l'antenne. On pourrait effectivement enchaîner là-dessus, sur la transparence. Et c'est peut-être un des premiers constats que l'on peut faire lorsqu'on s'arrête un petit peu dans sa vie pour regarder sa vie comme s'il s'agissait de la vie de quelqu'un d'autre. Marie a de nouveau disparu. Bon. S'il y a des gens qui nous regardent à la webcam, ils doivent se marrer parce que j'ai mis carrément à l'envers. C'est un nouveau monde, mais en principe à l'endroit. Mais qui peut mettre bien des choses à l'envers. Mais qui peut mettre effectivement. certaines choses à l'envers. Voilà. Oui, donc malgré que Marie soit la tête à l'envers, je Ça y continue. est, je la vois. Donc pour rebondir sur cette notion de Alors vous transparence, êtes. effectivement, ouais. Alors en vérité, pour moi, elle est à votre gauche. gauche et là, elle apparaît à la droite. C'est pour ça que j'avais du problème pour régler la webcam parce que je cherchais quelqu'un à côté de vous, de l'autre côté, et il n'y avait rien. Bon, allez, on va être sérieux là. Non, Mais- surtout pas. Surtout pas, car le sérieux... Alors, dans tout ce que j'ai dit sur vous tout à l'heure, en ce qui Si vous concerne voulez, oui. homme de terrain, Mais sinon, je finis justement Oui, cette finissez. première approche. oui. C'est Présentation. qu'effectivement, en parlant de la transparence de Marie, une des premières choses qui saute aux yeux lorsqu'on s'arrête un petit peu dans sa vie, qui est quand même, au jour d'aujourd'hui, dans la civilisation d'aujourd'hui, une course qui devient vite effrénée, c'est que tout nous amène à nous mettre, d'une certaine façon, au service de la vie du corps physique, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est matériel, du monde vraiment matériel, au détriment de quelque chose de beaucoup plus subtil, qui n'apparaît pas forcément à première vue, mais qui a son importance et que nous appelons, nous, Esséniens, comme dans beaucoup d'autres cultures, tout ce qui touche au monde de l'âme. Et on s'aperçoit très vite qu'aujourd'hui, le choix qui se pose à chacun de nous et à l'humanité dans sa totalité, c'est un choix fondamental, le choix de sa façon d'être au monde, où on se consacre de plus en plus à la vie physique, à la vie matérielle, à la vie même d'une culture où la technologie prend une place de plus en plus importante, mais cela a un prix non négligeable, c'est que ce monde devient de plus en plus un monde sans âme. Pas plus tard que cet après-midi, nous passions sur l'autoroute. Si nous voulions sortir de l'autoroute, il n'y avait plus un visage pour nous remercier, pour nous accueillir. C'était devenu très froid. On place une carte dans une machine qui, en échange, nous donne un ticket. On voit une barrière qui s'ouvre automatiquement. Tout ceci est très froid, très impersonnel. Voilà, ne serait-ce que cela comme exemple. Ou au contraire, et c'est là la raison d'être de la sagesse essénienne, c'est d'amener une alternative à ce monde très technologique qui devient de plus en plus froid, et on s'en rend compte surtout en ville où les gens se croisent sans se dire bonjour, sans se regarder, ou alors avec des regards, je vous assure, quand on vient de Marie, quand on vient de l'extérieur de la province, comme vous dites, ça vous prend, c'est oppressant, c'est très oppressant parce que ce contact humain n'est pas très... Oui. Alors c'est aussi oppressant quand on va, nous, dans les province. petits villages et que Je comprends, les oui. personnes nous disent bonjour et c'est aussi oppressant parce que finalement on n'est tellement plus habitué que... C'est une agression. On, Tout à voilà, fait. mais c'est pas qu'on se sent agressé, c'est qu'on se sent honteux.
Voilà, une certaine honte à avoir oublié ça. Mais je vous coupe pas, continuez. Non, mais vous avez raison. C'est là qu'on voit que, vous voyez, ce ne sont pas de grandes choses finalement, mais ce sont ces petits détails qui font que, moi je ne sais pas, j'écoutais une radio tout à l'heure, je me disais, mais enfin, quelles sont les relations entre les jeunes et les femmes aujourd'hui? Et j'écoutais ce jeune homme à la radio qui demandait à la jeune femme, est-ce que tu couches? Première question, de but en blanc. Il n'y a pas d'âme. Oui, Alors qu'il n'y a pas si longtemps... Elle aurait pu dire que tous les soirs, elle se mettait au lit, hein, comme tout le monde. Tout le monde. Mais je dis, tout à fait. Mais au lieu de s'approcher avec une certaine délicatesse, avec un certain respect, avec, comme on disait il n'y a pas si longtemps encore, un certain romantisme, on sentait qu'il y avait quelque chose qui vivait, qui n'était pas simplement le corps physique, qui fait que l'homme éprouvait le besoin de s'approcher de la femme d'une autre façon. Et de considérer non pas simplement un corps physique, mais un être à part entière. Mais vous avez raison, si on va en province, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile non plus pour quelqu'un qui n'est pas du village, de se faire forcément accepter. Voilà, je vous rends là. Alors, j'avais dit homme de terrain. De terrain, quel terrain? Le terrain, terre. C'est justement la terre. Tout simplement. Tout simplement, c'est... Si vous voulez, l'homme de terrain s'oppose à ce que l'on voit de plus en plus dans le monde moderne. Au virtuel. Hein. Oui, déjà, le virtuel. Le virtuel qui est en train de prendre le dessus sur l'intellectuel, c'est-à-dire... je vais prendre un exemple qui était le mien. Je suis un enseignant de formation. Si je prends la vie d'un enseignant, c'est quelqu'un qui, enfant, va à l'école, va au collège, va au lycée. En tant qu'élève puis étudiant, il passe ses diplômes et il change de place. Il était côté étudiant et puis il se met sur la chaire du professeur et sa vie va se passer comme ceci. C'est-à-dire, il parle de choses qu'il n'a pas vécues lui-même. Il parle sur des choses que les autres ont dites, sur ceci, sur cela. Il n'a jamais été vérifié par lui-même ce qu'il en était, c'est-à-dire il n'a pas essayé de le vivre réellement. Là, je parle de moi-même, j'ai été enseignant et je sais que souvent, j'ai été amené à dire un tel a dit ceci sur telle chose, sur ceci, sur cela, mais je n'avais aucune expérience personnelle. Je ne l'avais pas vécu. Homme de terrain, c'est vraiment aller déjà vers le véritable terrain qui est la nature. Et se trouver confronté à la nature, à la véritable nature. Je vous assure que si déjà, comme vous l'avez témoigné, vous vous sentez angoissé, simplement parce que vous allez face à d'autres humains. Non, pas angoissé, j'ai dit honteux. Honteux, honteux d'avoir oublié. Voilà, d'avoir oublié. Alors là, je reprends donc votre expression. Honteux d'avoir oublié. Si vous pouvez aller dans un coin de véritable nature, de vous poser simplement, d'écouter ce qui se passe autour de vous, d'écouter ce qui se passe en vous, je ne sais pas si vous vous sentirez honteuse, mais vous direz, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce que j'étais tout ce temps-là? Pas plus tard qu'hier soir, avec Marie, nous faisions la réflexion, nous venions de Toulouse. Beaucoup d'ambiance, de bruit, d'animation, de ceci, cela. Nous étions vraiment fatigués. Et nous avons eu le bonheur de faire une halte du côté dans la région de Bourges, de nous asseoir dans un jardin privilégié. Et là, il y avait, peut-être pour un citadin, un brouhaha. Pour nous, c'était reposant, c'était reconstituant, c'était une poésie, c'était une symphonie. Il y avait nous, il y avait le murmure de l'eau, et puis il y avait des oiseaux de toutes sortes, qui chantaient, qui échangeaient, qui pépiaient, et qui nous racontaient beaucoup de choses que nous ne comprenions pas intellectuellement parlant, mais qui parlaient à notre âme, qui nous reconstituaient, qui nous permettaient, voyez, de nous retrouver. Tout un langage perdu, tout un paradis perdu.
toute une époque où l'homme avait naturellement sa place dans la nature et où il pouvait échanger, non pas comme nous le faisons entre humains, mais où il pouvait communiquer avec l'arbre, parce qu'il savait que l'arbre était vivant, que l'arbre avait une âme, où il pouvait communiquer avec les oiseaux, parce qu'il savait que les oiseaux étaient vivants, qu'en fait ils étaient parfois des messagers, qu'ils apportaient des pensées lumineuses que nous n'étions peut-être pas à même, ou que nous n'étions pas suffisamment disponibles pour capter nous-mêmes. Et il venait là pour nous rappeler des choses, pour nous éveiller en nous des mémoires endormies. Ce sont des choses très simples, mais je vous assure qu'elles changent complètement la vie de naître. J'ai personnellement vécu cette expérience d'être 6 mois retiré de toute présence humaine, d'être vraiment dans la nature, au contact de la nature, et vous le constatez, avant même d'être capable d'être au contact de la nature, vous vous trouvez face à vous-même, à votre vie, à ce que vous êtes devenu, à ce que vous croyez être, et non pas à ce que vous êtes réellement. Je peux comprendre que ce soit excessivement angoissant pour certains d'entre nous, mais en même temps, si vous êtes assez, assez téméraire, Oui, assez gourmand peut-être, je ne sais pas quel est le mot juste, parce que il y a bien des états d'âme qui passent en vous, vient toujours un moment où il y a des ouvertures qui se font. Et là, vous commencez à retrouver un ancien état d'être qui jusque-là était enfoui en vous, qui était là, mais enfoui, vous savez, comme les oignons avec les pelures, des pelures que l'on rajoute, et puis là, vous arrivez vraiment à toucher ce cœur, et vous vous sentez dans un état très, très impressionnant au début, parce que vous regardez l'arbre, et cet arbre n'est plus là, extérieur à vous-même. Vous constatez, et c'est tout simple, parce qu'en réalité, il n'y a rien de plus naturel que cela. Vous constatez que l'arbre et vous, c'est la même chose. Vous regardez une fleur que vous ne voyez pas jusque-là, que vous croyez voir, et puis d'un seul coup, cette fleur vous apparaît vraiment pour ce qu'elle est, un véritable chef-d'œuvre de la nature. C'est une poésie, c'est une symphonie. C'est un monde à elle seule. Et elle vous parle. Elle vous parle de qui? Elle vous parle de vous. Elle vous parle de vous, elle vous parle de l'univers, elle vous parle de la vraie vie, de ce que devrait être votre relation vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de chaque être qui en réalité est un être vivant, qui n'est ni supérieur ni inférieur à vous, humains, mais qui est là dans une harmonie complète. Si vous me permettez, en parlant de cette fleur, il y a un souvenir qui me revient de mes 4 ans, peut-être quand j'avais 4 ans. Vous me demandiez d'où je venais, je suis venu au monde dans les Pyrénées-Orientales, dans une vallée très belle, qu'on appelle la vallée du Val-Espire, entourée de montagnes, au pied de la montagne sacrée du Canigou d'un côté, la Méditerranée qui commence à fleurer bon l'iode de l'autre. Et là, j'avais pour coutume de rendre visite tous les jours à ce qui était devenu à mes yeux un grand ami, un confident, un magnifique chêne qui a 1200 ans à peu près d'âge, ce qui est assez rare aujourd'hui d'avoir des arbres qui soient des arbres adultes. Et je ne savais pas d'où venait cette attirance pour ce lieu, pour cette présence. Jusqu'à ce qu'un jour, je me sente poussé à ramasser un gland, un modeste gland, parmi tant d'autres. J'ai pris ce gland dans ma main et tout naturellement, j'ai observé ce gland et j'ai observé le chêne. Et il s'est passé quelque chose en moi que je ne comprenais peut-être pas forcément à ce moment-là.
et je vais y mettre des mots, c'est que il y a eu une communication, une ouverture, une communication qui s'est faite entre moi, ce gland, ce modeste gland, et ce magnifique chêne. Et si j'y mets des mots humains dessus, je pourrais dire, mais oui, Jean-Marie, tu me regardes, tu me tiens dans ta main et tu me regardes comme quelque chose de mystérieux, comme un inconnu. Et pourtant, nous sommes très proches. Moi, petit gland, et toi, petit garçon, nous sommes très proches l'un de l'autre. Nous nous ressemblons énormément. Tu vois bien, tu m'as ramassé sur le sol. Par nécessité, parce que je n'ai pas le choix. Je vis à la surface de la terre, je vis à la surface des choses. Est-ce que toi, de ton côté aussi, tu ne vis pas à la surface des choses? Tu te promènes, tu joues, tu te divertis, tu discutes avec tes petits copains, tu discutes avec ton institutrice, avec papa, maman, mais tu restes à la surface des choses. Et si tu n'y prêtes attention, tu feras comme tes semblables, qui vont grandir, et on pourra dire qu'ils sont vraiment comme moi, des êtres qui glandouillent. Des glandins. Des glandins. C'était assez amusant. Je reconnais qu'à l'époque, je ne saisissais pas bien le mot glandin. Mais ça m'est resté. Et ce n'est qu'après que j'ai vu ô combien ce langage était plein de sagesse. C'était vraiment aller dans le sens de rester à la surface des choses. Moi, gland, je n'ai pas le choix. Je tombe de ce magnifique chêne, ce magnifique arbre qui a retenu ton attention et qui fait que tu viens régulièrement ici, et je tombe et je rebondis sur la pierre, je suis emporté par l'eau, par le vent, je vais là où la vie veut bien m'amener, je n'ai pas le choix. Si je tombe sur de la pierre, je reste sur de la pierre. Mais toi, tu es comme moi. Tu es un gland, c'est-à-dire tu es une graine, tu es une semence. Mais à la différence de moi, tu as cet avantage extraordinaire, c'est que la vie t'a donné des pieds. 2 jambes, 2 pieds, qui te permettent, si tu tombes à un mauvais endroit, de te déplacer et de chercher une terre où tu puisses te poser. Et si tu trouves la bonne terre, si tu as, comme moi, cette aspiration profonde à rentrer dans cette terre, parce que, il est évident, moi je suis un gland, mais je ne veux pas rester un gland toute ma vie. Mon aspiration profonde, mais c'est de devenir un chêne, comme celui qui m'a donné la vie. Et j'aspire à ce que, d'une façon ou d'une autre, peut-être que tu seras celui qui va m'amener un petit peu plus loin et me mettre en terre, me donner cette chance unique dans la vie d'un gland, puisque beaucoup de glands ne deviendront jamais des chênes. Peut-être qu'un cochon, un sanglier va passer par là et va s'en nourrir. Peut-être que grâce à toi, justement, je deviendrai un jour ce magnifique chêne. Et peut-être que grâce à moi, petit gland, Jean-Marie est là. Je t'invite à l'imaginer. Si moi, petit gland, je peux devenir ce magnifique chêne, imagine ce que toi, semence divine, si tu acceptes de mourir à l'état de graine, imagine ce que tu pourrais devenir. Alors, un homme de terrain. Exactement. Voilà, j'allais rebondir là-dessus aussi. Un homme de conviction, mais aussi de dialogue. Le dialogue, on l'a vu. La conviction, quelle conviction? La conviction que notre vie, notre raison d'être sur cette terre a un sens. Si j'écoute, si je regarde autour de moi, je vois bien que, et cela m'attriste, pour la plupart de mes contemporains,
la vie a perdu son sens. Et c'est la raison pour laquelle la grande majorité, et je peux vous assurer que je rencontre beaucoup de monde, de toutes conditions, la plupart des gens sont malheureux, mais vraiment profondément malheureux, même si extérieurement ils donnent l'apparence d'être heureux, de se divertir. En réalité, ils sont profondément malheureux parce qu'ils sont incapables de répondre à une simple question. Toute simple. Qu'est-ce que tu veux? Poser cette simple question de but en blanc à quelqu'un, il est incapable de vous répondre parce qu'il est incapable de se répondre à lui-même. Il va vous raconter sa vie, ses malheurs, c'est ceci, c'est cela. Mais dès qu'il s'agit de se mettre face à soi-même, la plupart d'entre nous se sentent, comme vous le disiez si justement, honteux, à tort ou à raison, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte de soi-même. Ce n'est pas facile. Je ne jette vraiment la pierre à personne. Le monde dans lequel nous sommes est devenu très difficile parce que nous vivons dans un conditionnement qui est permanent, très fort, très puissant, qui fait que la plupart d'entre nous perdent tout sens de la vie, toute raison d'être. Ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus pourquoi ils sont sur Terre, et ils ne se demandent même plus si cette vie a une raison, un sens. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Je me suis souvent posé cette question. Comme beaucoup se posent des questions, les religieux, les philosophes. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la vie a un sens? Les grandes questions fondamentales que finalement, beaucoup d'entre nous, à tort ou à raison, éludent. Tout au moins une bonne partie de leur vie. Parfois ils se les posent, mais quand ils se les posent, c'est déjà un peu tard. Un peu tard, ou c'est lorsque la vie déjà les malmène, face à une maladie, face à la perte d'un être cher. Le sens de la vie. Mais quel est le sens de la vie? Non, qu'est-ce que vous voulez? Mais justement, ouais. Je veux connaître le sens de la ma vie. D'accord. Je veux, pas de ma vie, mais le sens de la vie en général. Et je l'ai trouvé, bien sûr. Je l'ai trouvé. J'ai été longtemps chercheur universitaire, puis j'ai arrêté parce qu'il me paraissait beaucoup plus important de chercher quelque chose de fondamental qui était le sens de ma vie, déjà au départ, et le sens de la vie de façon globale. Et il m'est apparu progressivement que ce à quoi j'aspirais, c'était d'arriver, je vais le prendre de façon chronologique comme ça s'est produit pour moi. Un beau jour, un mot s'est imposé à moi. C'était harmonie. Vous voyez, j'étais comme monsieur et madame tout le monde, j'avais mes soucis, mon planning, mes préoccupations. Et ce mot est arrivé dans ma tête, comme on dit familièrement, et il était là, harmonie. Et je pouvais essayer de l'écarter pour revenir à mes préoccupations quotidiennes, ô combien importantes, n'est-ce pas? Nous le savons tous que c'est important de faire ceci, de faire cela. Et on fait tout pour s'en convaincre, parce qu'il faut bien se donner une raison d'être. Il faut se sentir exister. Important. Se sentir exister. Et important. Mais c'est là que j'ai compris que plus nous éprouvions le besoin d'exister, et plus en fait nous ne faisions que compenser un besoin primordial d'être. Être qui je suis en vérité, au-delà de tout mensonge, de toute tromperie. Être tout simplement qui je suis en vérité. En esprit, en vérité. Excusez-moi, mais c'est vraiment le luxe des luxes. Et le mot est approprié, puisque luxe veut dire, vient de lumière. C'est vraiment la lumière des lumières. La lumière déjà qui, voyez, sort votre pensée de la confusion. Nous sommes dans la confusion, nous sommes assaillis de toutes parts, par ceci, par cela. Tellement de choses.
Là, nous sommes en train d'écouter Radio IDFM, magnifique, mais si je mets un transistor ici, il y a une autre radio qui ne demande pas mieux que de s'exprimer, une autre ici. Ce sont des mondes et des mondes qui... l'image que l'on voit facilement, c'est lorsqu'on se couche en été, on est heureux, à la campagne particulièrement, un soir d'orage, et puis alors là, on se dit on va se reposer, on ouvre la fenêtre, et puis vous avez une foule, une famille de mouches qui se mettent à tourner autour de vous. Et les moustiques. Les mouches, les moustiques. Eh bien, les mouches, les moustiques sont concrètement ce que nous vivons en réalité, c'est-à-dire nous sommes tout le temps assaillis par toutes sortes de pensées, qui généralement sont des pensées automatiques, je dirais même des pensées mortes, qui, au lieu de nous élever, de nous éclairer, nous mettent dans une confusion, nous assaillent, nous agressent, nous prennent la tête pour parler familièrement, alors qu'il y a toujours cette possibilité, justement, d'aller vers quelque chose. Voyez, le geste, ce serait de pouvoir... La brasse. C'est plutôt écarté. Mais la brasse, percer quelque chose, percer comme un ensemble de voiles qui fait que on puisse à nouveau respirer dans un espace clair, pur. C'est un petit peu ce qui fait que nous sommes dérangés lorsque nous sommes en ville et que nous arrivons à la campagne ou à la montagne. Généralement, au lieu de se sentir bien, nous avons des maux de tête. C'est-à-dire, si c'est pour avoir des maux de tête, vite un peu d'hydrocarbures. Des maladies qui se déclenchent quand on se repose, parce que finalement le corps sait qu'il peut se reposer, donc il en profite. Le corps se repose et surtout il se nettoie. Et donc il se détoxine, et se détoxinant d'une certaine façon, les toxines passent dans le sang s'empoisonne. Bon, c'est pas grave, mais bon. Et cela suscite tout un ensemble de mal-être, de malaise, qui font que, selon les faiblesses des uns et des autres, ce sont surtout ces faiblesses qui se manifestent à ce moment-là. Et comme nous ne sommes pas habitués, nous ne comprenons pas ces phénomènes tout simples du corps qui se nettoie, parce que ce n'est pas que le corps, ça peut aller dans des choses beaucoup plus subtiles, ça peut aller dans les désirs, ça peut aller dans les sentiments, ça peut aller dans les pensées. Voyez, vous parliez d'écologie tout à l'heure. La véritable écologie aujourd'hui est une écologie non pas extérieure, mais intérieure. Il faudrait que chacun de nous apprenne et pratique tous les jours simplement une écologie des pensées, c'est-à-dire prendre un bain de ses pensées, prendre un bain de ses sentiments, prendre un bain de ses désirs, faire de la place pour accueillir des pensées fraîches, neuves, lumineuses. Prendre des sentiments lumineux, prendre des désirs ou des aspirations lumineuses. Alors je voulais revenir tout à l'heure, vous disiez que vous aviez passé 4 mois, c'est ça, seul dans la nature. 6. Oui. 6 mois seul dans la nature. C'est une chose que j'ai pas pu faire, et je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices n'ont pas réussi non plus à faire cet exploit, parce que 6 mois, partir un peu comme dans une grotte ou dans le désert. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, quand vous faisiez une communion parfaite avec les fleurs, avec les arbres, c'était tout simplement parce que finalement, on a besoin d'amour, et quand on n'a pas quelqu'un en face de soi, les arbres, les fleurs, finalement, prennent la place des êtres humains qui ne sont pas là. Non, ça n'a rien à voir. Non. La question est délicate parce que je pourrais, sans le vouloir, heurter. Heurter, ici on ne cache rien. C'est peut-être en heurtant des fois qu'on arrive à entrer. Le bon heurt. Le heurtoir. Il y a heurter qui peut être pris dans le sens de agresser. Il y a heurter qu'on retrouve dans bon heurt, le bon heurt, le bonheur, le bon heurt, qui consiste à savoir frapper à la bonne porte. C'est pour ça qu'il y a le heurtoir Exactement. Des portes. Et si vous avez le bonheur, donc, si vous avez la chance pour que ce soit plus clair pour les auditeurs, de frapper donc à la bonne porte, eh bien, peut-être pas dans l'instant, mais avec le recul, vous découvrez en réalité que quelque part, chacun de nous est fondamentalement un magicien.
non pas un illusionniste, un magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de déclencher des processus, comme celui qui consiste à frapper à la bonne porte. Si je frappe à la bonne porte, eh bien, par le fait d'avoir frappé à la porte, je mets en action une loi qui dit frappez et on vous ouvrira. Si je reste devant la porte et que je ne frappe pas, de peur de heurter, de peur de peut-être déjà de cette porte, et surtout peur Qui est derrière. de l'inconnu qui est derrière. Peur de réussir aussi des fois. De trouver quelqu'un derrière la porte. Vous pouvez tout y mettre. Donc, l'inconnu, ce qui est là et dont j'ignore la consistance. Bon. Mais c'est ça qui est la véritable aventure humaine, c'est d'être devant cette porte. Et cette porte, ce n'est jamais que vous-même. Vous vous trouvez confronté à vous-même, à vos barrières, à vos limites. Est-ce que ce sont vos limites ou est-ce que ce sont des limites que la société nous a inculquées, nous a amenées par une soi-disant éducation? Je suis là devant cette porte. Est-ce que je vais frapper? Est-ce que je vais accomplir ce geste? Oui ou non? Toute la question est là, elle est très simple. Est-ce que je vais prendre ce risque? Risque de quoi? D'aller vers l'inconnu. Et là, très vite, on s'aperçoit que la plupart d'entre nous reculent. Il y en a qui foncent comme des béliers aussi. Hein. Il y en a qui foncent. Heureusement. Il y a les fonceurs. Mais beaucoup reculent ou s'arrêtent, et c'est tout à fait compréhensible. C'est un petit peu l'histoire du moineau qui est sur sa branche. Vous voulez que je vous le raconte un petit peu de cette façon? Allez-y, allez-y. Allez-y. Mais j'ai toujours ma question. Non, mais gardez-la. Je réponds à elle de façon par tranche. Ce moineau est sur sa branche, le printemps arrive, et c'est un moineau déjà un petit peu différent des autres. Le printemps arrive, donc la plupart des moineaux mâles sont affairés à trouver des moineaux femelles, lesquels moineaux femelles se soucient de trouver un compagnon, parce que c'est le moment le printemps est là, le renouveau, la nouvelle vie, c'est le moment de bâtir un nid, d'avoir des petits moineaux qui vont venir au monde. Et bien que notre moineau soit très intéressé par cela, cela ne l'empêche pas régulièrement d'aller jusqu'à la cime de l'arbre. Et là, de regarder, non pas vers le bas, comme il a tendance à le faire, mais de regarder cette immensité, ce magnifique ciel bleu, ce monde qui à la fois l'attire et l'inquiète, parce qu'il ne le connaît pas. Mais, de toute évidence, chez lui, cette aspiration vers ce grand ciel bleu est très forte. À tel point qu'un beau jour, il est sur la cime de son arbre, il contemple ce magnifique ciel bleu, et là, il voit apparaître des êtres qui volent majestueusement, qui semblent venir de nulle part, mais qui pourtant sont là. Bien sûr, nous les connaissons, ce sont nos magnifiques hirondelles qui annoncent le printemps. Il se trouve justement que parmi ces hirondelles, qui sont habituées à ces grands espaces, aux grands voyages, et qui ne descendent que les jours d'orage pour se nourrir parce que les mouches volent bas, les insectes volent bas, il s'en trouve une qui est intéressée par ce monde qu'elle ne faisait qu'entrevoir jusque-là, qui attire sa curiosité. Il y a une aspiration pour cette hirondelle d'aller vers ce monde d'en bas. Et ce qui devait arriver arriva. L'aspiration de notre moineau s'élève, l'aspiration de notre hirondelle descend, et ces deux aspirations, à un moment ou un autre, ne pouvaient que se rencontrer. Et c'est là que naît un amour assez inhabituel, un amour profond, un amour puissant entre notre jeune moineau et notre jeune hirondelle.
C'est le printemps, tout est possible. Attiré par l'hirondelle, le moineau s'élève au-delà de ses limites habituelles. Attiré par le jeune moineau, notre hirondelle descend beaucoup plus bas qu'elle n'avait coutume de le faire. Les deux se rencontrent et c'est le grand amour. Et ils vivent ainsi, et le printemps passe, l'été passe, c'est le bonheur sans question. C'est la rencontre, la rencontre. Et puis vient la fin de l'été. Et là, il y a quelque chose qui commence à apparaître, à émerger dans notre jeune moineau. Malgré sa béatitude, quelque chose l'appelle vers le bas, quelque chose le tire vers son monde habituel, son monde familier. Et il sent que l'hiver, instinctivement, va arriver, qu'il va falloir prendre ses précautions pour pouvoir passer cette saison difficile. Mais il se dit, si je descends vers le monde qui m'est familier, là où chacun s'occupe de ses petites affaires, replié un petit peu sur lui-même, que va-t-il advenir de ma relation avec ma belle hirondelle? Et là, il se dit, mais si elle m'aime, et elle m'aime, elle va me suivre. Elle va me suivre. L'hirondelle, de son côté, la fin de l'été arrive, sans se manifester en elle une aspiration aux grands espaces, aux grands voyages. C'est plus fort qu'elle, c'est sa nature, elle est cela. Et elle se dit, mais si je m'élève encore, va-t-il me suivre? Mais bien sûr qu'il va me suivre. Il ne peut faire autrement. Il m'a dit qu'il m'aimait, il m'aime, donc il va me suivre. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. L'hirondelle répond à l'appel de sa nature. Elle rejoint les siens et elle s'envole vers le grand voyage qui va la ramener en Afrique. Notre petit moineau, triste, mais décidé, rejoint son monde à lui, où chacun s'affaire à ses petits soucis quotidiens. Quel est le sens de cette histoire pour chacun de nous? C'est que, si je regarde ma vie en toute modestie, j'ai longtemps été ce petit moineau. Et c'était très bien. C'était très bien. Je m'occupais de mes affaires comme tout un chacun, et puis j'aspirais, moi aussi, à l'amour, à une compagne, à tout ce qu'on nous a habitués à voir, à rechercher. Il n'y avait, de ma part, aucun jugement. Tout cela était fort bien. Tout cela me paraissait, au départ, tout au moins, avant que ce mot ne s'impose à moi, tout ceci me paraissait fort harmonieux. Mais il s'est trouvé qu'à un moment, il s'est éveillé en moi, mais de façon puissante, une aspiration vers l'hirondelle. Vers l'hirondelle. Une aspiration qui fait que c'était un bonheur, c'est une bénédiction, je dirais même, sans avoir peur du mot, au contraire. C'est quelque chose qui vous aide dans la mesure où vous l'écoutez, où vous suivez cette aspiration. C'est quelque chose qui vous aide à aller vers vous-même et à vous extraire d'un quotidien qui est devenu tellement puissant que c'est lui qui dirige votre vie au lieu que ce soit vous qui la dirigez. Et donc c'est douloureux quelque part. C'est douloureux parce que c'est à la fois une mort
Une mort à beaucoup d'habitudes, à beaucoup de conditionnements qui sont là, bien présents, bien réels, et qui s'accrochent à vous parce que vous les nourrissez de votre force, de votre énergie, de votre vie. Et que vous arrivez, oui, on retrouve toujours le même exemple, vous arrivez à vous extraire de cela pour respirer, sans peut-être comprendre ce qui se passe en réalité, sans y mettre de mots, mais vous respirez. Peut-être que pour la première fois dans votre vie, vous respirez. Non plus en tant que corps, j'entends bien. Parce que si vous arrêtez de respirer 3 minutes, 5 minutes pour les meilleurs, vous savez très bien que le corps va mourir. Mais ce n'est pas de cette respiration dont je parle. Et il suffit de regarder les uns les autres sans jugement, au contraire avec beaucoup de compassion, sinon d'amour, et vous apercevez combien chacun de nous a du mal à respirer. Et plutôt comme ça, d'ailleurs même les médecins le reconnaissent, mais vous ne respirez plus que dans la partie haute de vos poumons. On n'est même plus capable de respirer avec tous ces poumons. Alors imaginez sur l'autre plan, quand il s'agit d'aller vers un monde où l'on respire, parce que tout n'est que c'est le monde de l'air, c'est le monde de la respiration, c'est le monde du souffle de vie dont nous avons entendu parler dans les légendes. Le bois dormant ou tant d'autres. Mais le vivre, parce que vous avez simplement écouté quelque chose qui vivait en vous, qui sommeillait, mais qui ne demandait qu'à s'éveiller. Et qui à un moment, si vous le regardez, si vous lui donnez de l'attention, c'est-à-dire si au lieu de toujours être tourné vers l'extérieur, à un moment vous acceptez de vous tourner vers ce qui vit à l'intérieur de vous. Et c'est une porte à laquelle on frappe. Et frappez et l'on vous ouvrira. Mais là, réellement, vous allez vers le plus grand inconnu qui soit, qui en même temps est le plus grand connu qui soit, c'est-à-dire vous-même en vérité. Et là, c'est la grande aventure de la vie qui commence. C'est la grande aventure de la vie qui commence. On va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi Georges Moustaki. Et pourtant, dans le monde, ça va commencer dans quelques instants. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'INFM sur le 98 de la bande FM dans l'émission Dame de Cœur. Et que nous sommes ce soir avec Jean-Marie Junquera et Marie-Hélène Besson.